L'hiver est en train de passer. L'hiver est froid. Les débats stériles s'accumulent dans les médias. La crise énergétique, crise alimentaire. On oublierait presque, à moins de 2000 km de nos frontières, les armes tonnent en Ukraine d'une violence et d'une cruauté jamais vues. Il y a un an, jour pour jour, la Russie enclenche l'opération spéciale pour démilitariser l'Ukraine, qui a fait sa demande pour rejoindre l'OTAN. Le fait s'embrase sur les sols européennes. Le bruit du canon n'est plus une affaire lointaine. L'ombre lugubre de la Troisième Guerre mondiale est en train de planer de plus en plus dans les esprits des gens. Même les médias traditionnels ont fini par détourner leurs caméras des vrais enjeux de ce conflit. Si l'émotion était aussi intense au début de ce conflit, peu de gens se sont vraiment posés, interrogés sur les causes profondes de ce conflit. C'est pourquoi je vais essayer de faire un bref récapitulatif pour éviter de tomber dans la paranoïa des médias, de ces médias trompeurs qui essayent de nous embourber, à considérer que le méchant est le gentil et le gentil est le méchant. Tout commence à la Seconde Guerre mondiale. On sait tous que Hitler a une armée de fer. Hitler a une armée infernale. Alors, le monde, les alliés se sont réunis. Donc, le monde occidental et le monde de l'Est, la Russie et tous les consorts, se sont unis, ont uni leurs forces pour pouvoir combattre la machine allemande. Et par finir, ils ont vaincu Hitler. Et alors, pour éviter, étant donné que cette Deuxième Guerre mondiale a fait énormément de pertes, de lourdes pertes humaines, et sans compter encore d'autres pertes dans d'autres domaines, les Alliés se sont réunis et ont décidé de pouvoir créer une organisation de paix qu'on a appelée l'ONU en 1945. L'ONU a été créée dans le but de pouvoir éviter à ce qu'à l'avenir, ces genres de guerre mondiale ne puissent encore apparaître ou bien ne puissent encore sévir dans la société. Au même moment, la France, la Belgique, la Hollande et puis la Grande-Bretagne ont créé ce qu'on appelle le traité de Bruxelles en 1948. Dans le but de pouvoir fédérer une armée commune en vue de pouvoir se défendre contre l'ennemi. Mais quel ennemi? Ce traité de Bruxelles a été copulé avec une alliance qui existait déjà entre l'Angleterre et puis la France, où il était question justement d'unir leurs forces justement pour pouvoir, leurs forces militaires je précise, pour pouvoir se défendre contre un ennemi. De quel ennemi? Vous venez à peine de créer l'ONU pour symboliser la paix. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique, les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont décidé de pouvoir justement créer une espèce d'alliance militaire aussi. Une alliance militaire qui va justement défendre leurs intérêts à travers le monde. Et comme l'Angleterre était déjà associée à d'autres traités avec les pays européens, ces trois entités ont décidé simplement de se réunir ensemble. Et en 1949, est née justement l'OTAN.
une alliance militaire pour pouvoir défendre les intérêts de ces pays membres contre une agression externe. Agression externe, pourquoi? Alors que 1945, vous avez créé déjà l'ONU dans le but de fédérer la paix. Donc, il crée l'ONU avec toutes les nations du monde entier. Et puis, il y a un groupe de gens qui se décident que, bon, nous, on va créer, nous, notre alliance militaire à nous, en écartant les autres personnes. Mais pourquoi? Pour quel objectif? La paix au départ, et aujourd'hui, on crée une alliance militaire. Non, ça reste simplement entre nous. Effectivement, ces pays qui se sont unis pour pouvoir créer, pour pouvoir justement créer l'OTAN, partagent des idées communes, hein, des idées, des opinions communes. Hein, vous savez, hein, cette politique de maman, maman, papa, papa, que les enfants peuvent choisir leur sexe, féminisme en puissance, bref, en fait, tout ce qui est du monde capitalisme, pour faire front justement au monde soviétique. À l'époque, l'Union soviétique regroupée, en fait, partait de la Russie jusqu'à l'est de l'Allemagne. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, c'était tous les pays, Roumanie, Pologne, l'Allemagne de l'Est faisait partie de la grande URSS. 1962, nous sommes en pleine guerre froide. Les États-Unis sont en train justement de conquérir certains pays qui appartenaient à l'Union soviétique. Les États-Unis sont en train de convaincre des pays qui faisaient partie de l'Union soviétique à rejoindre justement le monde occidental, le monde de l'OTAN. Et à l'époque, justement, Fidel Castro était en désaccord, était considéré comme ennemi juré, comme ennemi à abattre par les États-Unis. Il y avait un conflit énorme. Et comme le Cuba partageait les mêmes valeurs, les mêmes opinions que la Russie avait accepté de pouvoir aider justement le Cuba, qui, en lui envoyant justement de la nourriture, de l'assistance médicale, et par la même occasion, en lui envoyant aussi des armes, notamment des missiles de longue portée. Les États-Unis, soit un pays fort, soit un pays puissant, ils se sont rendus compte que, merde quoi, qu'il y avait des missiles de longue portée qui étaient déjà stationnés en Cuba. Et il y a eu une onde de choc. Les États-Unis ont réagi, ont bondi. Ils ont dit, niet, impossible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, comment on appelle ça, barricadé tout l'océan Pacifique en interdisant aux bateaux russes de pouvoir venir assister, de pouvoir venir aider le Cuba. Tu vois? C'est de là maintenant vient. Donc, la Russie aide les États-Unis, aide le Cuba à pouvoir placer ses missiles proche de la frontière. Donc, on était qu'à quoi, 2000 km. Tu vois, les États-Unis ont considéré ça une menace contre leur intégrité, contre leur territoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Russie a demandé, ok, si vous voulez que moi, j'enlève mes missiles de Cuba, je demande aussi à ce que vous enlevez vos missiles que vous avez placés en Turquie. Oui, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre froide, il était question de pouvoir ravir, de pouvoir séduire certains pays à faire partie du camp, soit capitaliste du camp occidental, soit du monde soviétique. C'était ça la bataille. Et la Turquie faisait partie de l'OTAN. Comme la Turquie avait rejoint justement l'OTAN, eh ben, ça veut dire que nous venons placer aussi nos missiles qui étaient justement à plus de 2000 km, à moins de 2000 km de la frontière russe. La Russie a demandé à ce que les États-Unis enlèvent justement les missiles de la Turquie. Chose qui a été faite de manière clandestine pour ne pas justement affecter justement la cruauté l'ego des États-Unis. Ils ont enlevé leurs missiles et les Russes ont retiré aussi les missiles qui avaient été placés au Cuba. Donc, on comprend quoi? On comprend que aucune nation forte, aucune nation puissante n'acceptera de voir
son ennemi, si je peux dire ainsi, son ennemi, venir pouvoir se placer à côté du voisin, en prétendant que je suis venu séjourner chez mon voisin. Impossible, c'est un peu comme une femme, c'est un peu comme une femme, ben, quelle est cette femme qui accepterait de voir une de ses rivales venir habiter juste à côté de sa maison, sachant que cette rivale, cette femme, a déjà occasionné des conflits dans le couple. Aucune femme n'accepterait ça. C'est tout à fait pareil. Aucune nation, dans le monde géostratégique, aucune nation faible n'a le droit de faire ce qu'il peut, ou bien ce qu'il veut. Impossible. Tu dois toujours subir la politique des puissances, des puissances des pays les plus forts. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine, en 2014, il y a eu un coup d'État qui a été initié par les États-Unis. Ils ont renversé un président qui justement était pro-russe pour le remplacer par un de leurs pions, qui est ce monsieur qu'on appelle Zelensky, qui était justement pro-occidental. En gros, pro-OTAN, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Ils l'ont placé là. Et puis, ce monsieur, je te fais le résumé, ce monsieur fait la demande justement de pouvoir rejoindre l'OTAN. Chose que la Russie a dit, niet, c'est impossible. Parce qu'en rejoignant l'OTAN, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les États-Unis viendraient placer leurs missiles qui seraient juste à la frontière de la porte russe. Il suffirait moins de 2 minutes pour qu'un missile ne puisse frapper la Russie. Ça, c'est chose impossible. Et comme la Russie a frappé, a autant insisté pour que l'Ukraine abandonne sa démarche pour pouvoir rejoindre l'OTAN et que personne ne veut l'entendre, et je me souviens même de ce porte-parole, le porte-parole de l'OTAN qui disait on ne peut interdire, on ne peut pas interdire à un pays qui fait sa demande. Chaque pays est libre de faire sa demande à rejoindre l'OTAN ou pas. Nous, on ne peut rien interdire. Nous consultons simplement la demande pour savoir si le pays en question, si la demande du pays en question remplit certains critères, si le pays a coché tous les checklists, c'est OK. Nous sommes réglo, on ne peut pas refuser, on ne peut pas empêcher la demande de la volonté d'un pays à nous rejoindre ou pas. Ah bon, comme c'est comme ça, la Russie avait même, je me souviens, avait même demandé, fait même la demande de pouvoir rejoindre l'OTAN. Les États-Unis ont dit niet, c'est impossible. Vladimir Poutine, tu imagines 2014, Vladimir Poutine fait la demande pour pouvoir rejoindre l'OTAN. Comme ça, on fera une nation, on sera une nation mondiale très forte. Les États-Unis ont dit non. Donc, partant de là, ah donc, vous ne voulez pas que moi je fasse partie de l'OTAN, mais par contre, vous voulez assez que l'Ukraine puisse faire partie de l'OTAN. Ça, c'est de la provocation. Comme l'Ukraine n'a pas fait, comme l'Ukraine a fait l'oreille sourde, eh bien, la Russie a décidé de prendre les choses en main. Par opération spéciale, il était question simplement de pouvoir sécuriser toutes les installations nucléaires qui se trouvent actuellement en Ukraine, que l'Ukraine a bénéficié à l'époque de l'Union soviétique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des ogives nucléaires dont la Russie possède les codes, pour pouvoir manipuler ces missiles. Et c'est comme ça que la Russie a entamé son adhésion en Ukraine et jusqu'à ce jour. Et dans le traité de l'OTAN, il est question qu'un pays membre qui est agressé bénéficiera de l'aide de tous les autres pays membres pour pouvoir défendre ces pays contre l'agresseur. Et aujourd'hui, ça fait une année, aucun pays, ni même les États-Unis, la grande puissance mondiale, n'a osé officiellement envoyer ses militaires
pour aller combattre les Russes. Donc la leçon pour dire ici que, les amis, dans ce monde, c'est la jungle. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où la loi du plus fort naît. C'est la loi du plus fort qui règne. Donc, quand on parle de démocratie ici, lorsque la démocratie va en harmonie avec tes intérêts, là on parle de démocratie. Mais lorsque ça va à l'encontre de tes intérêts, là on te dit que tu es le dictateur, là on te taxe des terroristes, là on te taxe de tous les mots, là on te taxe des jeunes milices, on te taxe de tous les noms disqualifiants dans le but simplement de te diaboliser et de pouvoir te rayer de la carte. Comme ça a été fait, par exemple en Afghanistan, après plus de 20 ans de guerre. Où en est l'Afghanistan aujourd'hui? Des millions et des millions de morts sont morts. Qu'en est-il de l'Afghanistan? Ils sont partis en courant. Ils sont partis en courant avec un cargo. Ils ont abandonné le pays ainsi. Qu'en est-il de la Syrie aujourd'hui? Et encore, la Syrie, ça va. Si ce n'était pas la main bénite de la Russie, aujourd'hui, la Syrie serait complètement délabrée, serait complètement rayée de la carte. Qu'en est-il de la Libye aujourd'hui? Le conflit en Libye, qui aujourd'hui est la cause de la cause du conflit, de la guerre qui se passe aujourd'hui au Sahel. Qu'en est-il du Rwanda? Qu'en est-il du Congo aujourd'hui? Et je ne te parle pas des autres conflits à travers le monde qui a été initié par les États-Unis. Dans le but simplement de pouvoir profiter des richesses minières dont bénéficient ces pays. Oui, forcément, ces pays sont faibles. Ils ne peuvent rien faire. Parce que l'Amérique, c'est la plus grande armée du monde. Mais on comprend ceci. Tu maîtrises la technologie. Personne ne peut venir te dire quoi que ce soit. La Corée du Nord, un petit pays, mais parce que simplement ils ont la technologie nucléaire, même les États-Unis ont peur de pouvoir lui provoquer. C'est vrai qu'ils vont miauler justement dans les médias, oui, oui, c'est par-ci, par-là, des trucs comme ça, mais personne n'a jamais osé venir embêter la Corée du Nord parce qu'ils maîtrisent une technologie puissante. Pareil aussi avec l'Iran. Si je me trompe, l'Iran. Qui est venu embêter l'Iran aujourd'hui? Personne. La Chine qui était aujourd'hui, je ne sais pas, parmi l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, maintenant qu'ils maîtrisent la technologie nucléaire, qui va venir s'adresser à l'Ukraine et à la Chine pour venir lui dicter une ligne de conduite à suivre? Personne. Et ceci passe, ça doit être une leçon aussi pour toi. Sache que à partir du moment où tu as ta force ici, c'est quoi? Ta technologie, c'est quoi? C'est l'indépendance financière. À partir du moment où tu as l'indépendance financière et économique, qui va venir te dire quoi que ce soit? On voit aujourd'hui les retombées avec la crise, le conflit Russie-Ukraine. Qu'est-ce que l'Occident a fait pour pouvoir sanctionner la Russie? On commence à toucher à quoi? À l'argent, à ses économies. Tous ces ors, tous ces biens qui ont été placés dans des comptes européens ont été scellés. Ils ont vendu le portefeuille de la Russie, ils les ont délapidés ainsi. Voilà là où on attaque un être humain. C'est-à-dire, quand on veut t'attaquer, on va toujours passer par, on va d'abord regarder d'abord tes ressources financières. C'est là où ils vont te bloquer. Parce que tu fais partie de la matrice. Mais à partir du moment où tu es indépendant, à partir du moment où tu es en dehors de cette ratresse, je précise, métro, boulot, tombeau, tu deviens inarrêtable. Et eux-mêmes ont peur de toi. Ils ne veulent même pas te toucher. Comprends bien ceci. Libère-toi de cet esclavage salarial pour te hisser au sommet, de telle sorte que tu n'as pas besoin, toi, de pouvoir agir comme eux. Mais parce qu'ils savent que tu es libre, que tu es puissant, que tu as le choix, personne ne viendra t'importuner. C'est la leçon qu'il faut retenir. Jusqu'où ira ce conflit? On sait tous qu'à travers ce conflit, il n'y a qu'un seul gagnant aujourd'hui, c'est les États-Unis. L'armement américain aujourd'hui
a fait pendant une année plus de 5, si je ne me trompe pas, en 2 semaines après le, non, un mois après le conflit, ils ont fait plus de 65 milliards de dollars. Un mois après le conflit, en mois de mars, 65 milliards. Et imagine maintenant en 12 mois. Aujourd'hui, les Alliés, l'Allemagne, la France envoient tous des chars de combat pour que les Ukrainiens aillent mourir comme des lapins. Mais ces chars qu'ils sont en train d'envoyer, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Et qui va payer ça? Est-ce que c'est l'Ukraine qui va pouvoir rembourser cela? Ça sera toujours la population qui va rembourser ça. Pendant des siècles et des siècles. L'Ukraine sera endettée pendant des siècles et des siècles pour pouvoir rembourser toutes ces armes que l'OTAN est en train de leur offrir. Voilà la triste réalité. Et quand je parle de l'Ukraine qui va rembourser cette dette, je parle de la population qui est toujours victime. La première victime en temps de guerre, c'est la vérité. La deuxième victime, ce sont les dommages collatéraux, c'est la population. Voilà là, ce peuple qui va souffrir à cause de l'ego démesuré d'un certain monsieur qui a été simplement le pion des Occidentaux dans le but d'assouvir leur cupidité. Cupidité de quoi? Dans le but de faire du pognon. On a trop construit d'armes. On a produit énormément d'armes. Mais oui, mais il faut les tester. Mais pour pouvoir les tester, il faut un terrain propice. Quel est ce terrain propice? Il faut enclencher une guerre. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et nous qui sommes à 2000 km de ça, nous sommes encore en train de payer à travers la crise alimentaire, à travers la crise énergétique. On nous impose de pouvoir rationaliser notre consommation du chauffage, limiter le degré du chauffage à 19 degrés ou 15 degrés. Mais regardez cette folie, quoi. L'essence qui devient énormément chère parce que le ministre de l'effondrement économique s'est levé, a dit « Nous allons faire effondrer l'économie russe ». Bizarrement, la Russie se porte plutôt bien. C'est plutôt la France qui est en train de subir justement les conséquences de ces sanctions. Mais quand je parle de la France, je parle de la population. Mais les ministres sont là, sont peinards, hein, assis dans leur bureau, toujours en train de rouler en climatisé. Ils se chauffent à chaud, sans rien payer. Et ils sont peinards. Hein. Mais c'est toujours la population qui subit. Je me souviens, il n'y a même pas 2 ans ici. Avec 20 €, tu faisais une course pour toute la maison. Aujourd'hui, 30 € même ne suffit pas pour pouvoir faire une course normale. Par jour, 30 €. C'est incroyable. L'année passée, 20 € suffisaient pour pouvoir nourrir toute une famille avec 20 €. Tu allais faire tes courses. Aujourd'hui, 30 € ne suffit pas. Regarde la folie. Au même moment, et qui sont là au-dessus du pouvoir, peinards. Ils sont en train de profiter. C'est ça la démocratie. Quand ça les arrange, oui, on parle de démocratie. Mais quand ça ne les arrange pas, on te diabolise. On te taxe de quoi? On te taxe de tous les mots. Je ne vais même pas citer ces mots aussi parce que je ne pense même pas que cette vidéo va... cette vidéo sera propagée. Ils vont même supprimer cette vidéo, je suis sûr. Bon, bref, voilà, tu l'auras compris. Toi, à ton avis, dis-moi dans le commentaire jusqu'où ira cette guerre. Jusqu'où ira cette guerre. Et qu'est-ce que tu en penses? Sache que ton cœur sait déjà, c'est ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin. Ciao.